Le crématorium que personne n'attendait. Le feu avait une odeur. Pas celle du bois qui brûle dans une cheminée, non, celle-là, je la connaissais depuis l'enfance. Le feu du crématorium sentait le béton chauffé, le métal et quelque chose d'indéfinissable que je préférais ne pas imaginer. J'étais debout devant le bâtiment flambant neuf, un bloc de verre et d'acier coincé entre les collines du Massif central, comme une dent pourrie dans une bouche saine. Autour de moi, une trentaine de personnes, maires des communes voisines, entrepreneurs, quelques curieux, mais pas un habitant de Saint-Bonnet-le-Vieux. « Monsieur l'inspecteur, vous venez ?» Le préfet m'attendait près du ruban rouge. J'étais Julien Mercier, inspecteur régional des services funéraires, et j'avais conduit 4 heures depuis Clermont-Ferrand pour inaugurer ce crématorium intercommunal, un projet de 3 millions d'euros censé desservir 15 villages. Saint-Bonnet était au centre géographique, logique administrative. Mais en traversant le bourg ce matin, j'avais senti que quelque chose clochait. Les rues étaient vides, trop vides pour un jeudi matin. Les volets fermés, les regards qui se détournaient quand ma voiture de fonction passait. Et surtout, ce silence. Pas de tracteur, pas de conversation devant la boulangerie. Juste le vent qui sifflait entre les maisons de pierre et ce crématorium ultramoderne qui jurait avec les toits de lauze. « Les habitants ne sont pas venus », murmurai-je au maire de Saint-Bonnet, un homme sec d'une 60aine d'années qui tripotait nerveusement sa cravate. « Ils sont traditionnels, monsieur l'inspecteur, le changement les effraie. »« Traditionnels ?» Je balayais du regard le village perché sur sa colline. « Où est votre curé ? D'habitude, l'église bénit ces installations. » Le maire détourna les yeux. « Le père Thomas a décliné. Il dit que ce n'est pas dans ses attributions. » Bizarre, vraiment bizarre. Mais le préfet s'impatientait. Alors j'ai coupé le ruban, souri aux caméras, serré des mains moites. La cérémonie a duré 20 minutes. Pendant tout ce temps, j'observais les fenêtres du village en contrebas. Plusieurs fois, j'ai cru voir des silhouettes derrière les vitres, qui nous regardaient, qui attendaient qu'on parte. Après le champagne tiède et les petits fours, je suis remonté dans ma voiture. Mais au lieu de reprendre l'autoroute, j'ai fait demi-tour vers le centre du village. Quelque chose me grattait l'esprit depuis ce matin, une anomalie que j'avais remarquée en étudiant le dossier la veille. J'ai garé ma Peugeot devant l'église romane. Midi sonnait au clocher. Le cimetière était juste à côté, comme toujours dans ces vieux villages. J'ai poussé la grille en fer forgé. Le cimetière de Saint-Bonnet-le-Vieux mesurait peut-être 100 mètres carrés. 3 rangées de tombes, pas plus. J'ai compté 47 sépultures. Les plus récentes dataient des années 70. Quelques noms revenaient, Laroche, Dubois, Martin. Mais pour un village de 230 habitants, c'était dérisoire. « Vous cherchez quelqu'un ?» Je me suis retourné. Un homme se tenait près de l'église, la cinquantaine, athlétique, casquette vissée sur le crâne, main dans les poches d'une veste de chasse. Son regard était dur, pas menaçant, juste fermé, comme une porte verrouillée. « Julien Mercier, préfecture de région, service funéraire. » J'ai montré ma carte. « Vous êtes ?»« Lucien Laroche. Je vis ici. » Il s'est approché lentement, évaluant chaque pas. Ce crématorium, c'était pas nécessaire. On n'en voulait pas. Pourtant, les statistiques montrent que 60% des Français choisissent la crémation maintenant. C'est une évolution naturelle. Naturelle ? Un sourire sans joie. Ici, on fait les choses autrement, monsieur l'inspecteur. On respecte la terre, on respecte nos morts. J'ai désigné les tombes autour de nous. Justement, parlons-en. Votre cimetière est très petit. Pour un village de cette taille et de cet âge, l'église date du XIIe siècle, non ? Je m'attendais à voir beaucoup plus de sépultures. Le visage de Laroche s'est durci. Les gens partent. Ils meurent ailleurs, en ville, dans les maisons de retraite.
J'ai sorti mon téléphone, ouvert le fichier que j'avais téléchargé hier soir. Selon les registres d'état civil, votre commune a enregistré exactement 7 décès ces 50 dernières années. 7. C'est statistiquement impossible pour une population de cette taille, avec une moyenne d'âge de 58 ans. Le silence s'est étiré. Laroche ne sciait pas. Derrière lui, j'ai vu une femme âgée sortir d'une maison et rentrer précipitamment en nous voyant. Les gens partent avant de mourir, j'ai dit. Ils veulent être enterrés ailleurs. C'est votre explication ? C'est la réalité, monsieur l'inspecteur. Laroche s'est approché d'un pas agressif, mais définitif. Vous êtes de la ville. Vous ne comprenez pas comment ça fonctionne ici. On a nos traditions, nos façons de faire. L'État nous a oubliés pendant décennies, pendant la guerre, pendant les années dures. On a appris à se débrouiller seul. Se débrouiller seul pour mourir, pour vivre. Il a touché le bord de sa casquette. Maintenant, si vous voulez bien me pardonner, j'ai du travail. Bonne route, monsieur Mercier. Il est reparti vers le village. Je suis resté planté là, entre les tombes silencieuses et l'église qui me regardait de ses vitraux aveugles. Le vent s'est levé, charriant une odeur de terre humide et de fumée de cheminée. 7 morts en 50 ans, dans un village de 230 habitants. J'ai refermé mon téléphone et je suis retourné à ma voiture. Mais je n'ai pas pris l'autoroute. J'ai réservé une chambre à l'auberge du village voisin. Quelque chose ne tournait pas rond à Saint-Bonnet-le-Vieux, et j'allais découvrir quoi ? Le village sans mort. Le lendemain matin, j'étais de retour avec mes dossiers. J'avais passé la nuit à éplucher les archives numérisées, registres d'état civil, cadastre, recensement. Plus je creusais, plus l'absurdité devenait flagrante. Saint-Bonnet-le-Vieux existait depuis au moins 800 ans. Population stable, entre 200 et 300 habitants selon les époques. Mais selon les actes de décès officiels, la commune avait enregistré seulement 7 morts depuis 1975. 7 en 50 ans. Par comparaison, le village voisin de Besse, même taille, même profil, en avait enregistré 134. J'ai commencé par la mairie, une petite bâtisse près de la place avec un drapeau tricolore qui pendait mollement. La secrétaire, une femme d'une 40aine d'années aux cheveux gris prématurés, m'a accueilli avec un sourire crispé. « Monsieur l'inspecteur, le maire n'est pas disponible aujourd'hui. » Ce n'est pas grave, j'aimerais consulter les registres papier, décès principalement. Son sourire s'est figé. Nos archives sont en cours de numérisation. Je vois, donc vous ne pouvez pas me les montrer. C'est que c'est délicat, il faudrait l'autorisation du maire. J'ai posé ma carte sur le comptoir. Madame, je suis inspecteur régional. J'ai pleine autorité pour consulter les documents administratifs d'une commune. Vous pouvez appeler la préfecture si vous voulez. Elle a hésité, puis a décroché son téléphone. J'ai entendu une conversation étouffée. Quelqu'un, un homme, a haussé le ton de l'autre côté. Finalement, elle a raccroché. Le maire arrive. Il préfère vous accompagner lui-même. 15 minutes plus tard, le maire est entré, essoufflé, encore plus nerveux que la veille. « Monsieur Mercier, quelle surprise! Vous auriez dû prévenir. » Simple vérification de routine. Les décès enregistrés ici semblent anormalement bas. Je voudrais comprendre pourquoi. Il a dégluti. Comme je vous l'ai dit hier, les gens partent, ils s'installent chez leurs enfants en ville avant de... Enfin, vous voyez. Alors montre-moi les certificats de changement de domicile, les départs en maison de retraite, les mutations vers d'autres communes. Tout doit être tracé. Son visage a pâli. Écoutez, monsieur l'inspecteur, Saint-Bonnet est une petite commune. On n'a pas les moyens administratifs des grandes villes. Parfois, les gens partent. Ils ont leur fierté. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils vont mourir ailleurs. Depuis 50 ans,
Systématiquement? Silence. Le maire a échangé un regard avec sa secrétaire. J'ai compris qu'il ne me dirait rien de plus ici. Très bien, je reviendrai avec un mandat si nécessaire. Bonne journée. Dehors, j'ai repéré un café près de la fontaine. 3 hommes jouaient aux cartes en terrasse, malgré le froid de novembre. Je me suis installé à une table voisine, j'ai commandé un café. « Vous êtes l'inspecteur du crématorium » a dit l'un d'eux, sans lever les yeux de son jeu. La soixantaine, grosse main de travailleur manuel. Julien Mercier, enchanté. Maurice Dubois, il a abattu une carte. Pourquoi vous restez? La cérémonie est finie. Curiosité professionnelle, votre village est atypique. Atypique? Un autre homme plus jeune a ricané. C'est comme ça qu'on dit arriéré maintenant. Non, je dis atypique parce que vos statistiques de mortalité défient toute logique démographique. Les 3 hommes ont arrêté de jouer. Maurice m'a fixé longuement. Vous voulez savoir où sont nos morts, c'est ça? Entre autres. Ils sont partis, comme tout le monde part d'ici. Les jeunes vont à Clermont, à Lyon, les vieux les suivent. Ils meurent là-bas, fin de l'histoire. Et les maisons, les terres, qui héritent? Un silence de plomb. Le jeune homme a ramassé ses cartes. J'ai du boulot. Bonne journée, messieurs. Il est parti. Maurice et son compagnon ont échangé un regard, puis ont repris leur parti comme si je n'existais plus. J'ai bu mon café en observant le village. Les façades de pierre, les toits d'ardoise, les ruelles étroites. Tout avait l'air normal, paisible. Mais sous cette tranquillité, je sentais quelque chose de tendu, comme un mensonge collectif répété si longtemps qu'il était devenu réalité. L'après-midi, j'ai fait du porte-à-porte. Résultat, 3 portes claquées, 5 désolé pas le temps, 2 vous devriez parler au maire. Une seule femme âgée a accepté de me parler, Madame Colette, 86 ans, qui vivait seule dans une maison près de l'église. Mon mari est mort il y a 20 ans, m'a-t-elle dit en me servant un thé, mais il n'est pas dans le cimetière. Pourquoi? Elle a baissé les yeux. Il voulait être enterré près de la ferme, dans notre jardin. C'était sa volonté. Mais c'est illégal, madame. Les inhumations hors cimetière sont interdites depuis 1881. Je sais. Sa voix tremblait. Mais ici, on fait autrement. On a toujours fait autrement. Les Laroche, les Dubois, les Martin, ils ont leur caveau de famille, dans leur terre, pas dans le cimetière officiel. Et personne ne dit rien? Qui le dirait? Le maire est en Laroche, le notaire est marié à une Dubois, le médecin... Elle s'est tue brusquement, comme si elle avait trop parlé. Le médecin? Docteur Arnaud, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Madame Colette s'est levée. Je suis fatiguée, monsieur l'inspecteur. Je vous demande de partir maintenant. Madame, si vous savez quelque chose, partez, s'il vous plaît. Il y avait de la peur dans ses yeux, pas pour elle, pour moi. Je suis sorti dans la rue qui se vidait avec le crépuscule. Les lampadaires s'allumaient un par un. J'ai vu Lucien Laroche debout devant l'église, immobile, qui me regardait. 7 morts officielles en 50 ans, des enterrements clandestins dans les propriétés privées, un médecin complice, un notaire dans le coup, et tout le village qui protégeait ce secret. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il cachait vraiment? J'ai appelé un collègue à la préfecture. « Antoine, j'ai besoin que tu creuses le cadastre de Saint-Bonnet-le-Vieux. Propriétaire, mutation, héritage, remonte sur 50 ans si possible. C'est urgent ?» Très. Et contacte l'ordre des médecins. Je veux le dossier du docteur Arnaud. En raccrochant, j'ai levé les yeux vers l'église. Le presbytère était éclairé. Le curé, ce père Thomas qui avait refusé de bénir le crématorium. Peut-être que lui me parlerait. La nuit dans la maison du curé. Le père Thomas a ouvert la porte du presbytère avec une tête de quelqu'un qui ne dort plus depuis des semaines. La trentaine, maigre, des cernes violacées sous les yeux. Pas le profil typique du curé de campagne retraité. Monsieur l'inspecteur, il n'avait pas l'air surpris. Je vous attendais.
Entrez. L'intérieur du presbytère sentait le renfermé et le café froid. Des livres empilés partout, un crucifix de travers au mur, une cheminée où mouraient quelques braises. Thomas m'a servi un verre de vin rouge sans demander si j'en voulais. « Depuis combien de temps êtes-vous ici, mon père ?»« 2 ans, octobre 2023. » Il s'est assis lourdement. J'ai remplacé le père Gérard, qui était là depuis 46 ans. Le diocèse voulait du sang neuf. Il ne savait pas qu'il m'envoyait en enfer. Pourquoi avez-vous refusé de bénir le crématorium ? Thomas a bu une longue gorgée. Parce que ce village n'a pas besoin d'un crématorium. Ils ont déjà leur façon de traiter leurs morts. Une façon que l'Église ne peut pas cautionner. Les enterrements privés, dans les propriétés, vous savez déjà. Il a ri amèrement. Bien sûr que vous savez, vous n'êtes pas idiot. 7 morts officielles en 50 ans dans un village de 230 habitants, dont la moitié a plus de 60 ans. C'est mathématiquement impossible. Je me suis penché en avant. Racontez-moi, tout. Thomas a contemplé son verre un long moment. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça étrange. Les gens venaient à la messe, mais jamais pour des funérailles. Jamais. En 2 ans, je n'ai célébré aucun enterrement. 0. Alors que j'entendais les paroissiens parler de « tante Jeanne qui est partie » ou « oncle Paul qui nous a quittés ». Vous leur avez demandé ? Évidemment. Ils me répondaient que les familles préféraient des obsèques civiles ou que le défunt avait été enterré ailleurs. Mais c'était des mensonges. Je le voyais dans leurs yeux. Il a posé son verre. Alors j'ai commencé à enquêter, discrètement. J'ai regardé les registres paroissiaux. Avant le père Gérard, il y avait des enterrements réguliers. Puis, à partir de 1975, plus rien. Comme si le village avait cessé de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé en 75 ? Le père Gérard a pris son poste. Et Lucien Laroche est devenu maire. Thomas s'est levé, a fouillé dans un tiroir. Tenez, j'ai trouvé ça dans les archives. C'était une lettre manuscrite, datée de 1976. L'écriture était élégante, mais tremblante. Je l'ai lue à voix haute. « Mon père, je ne peux plus me taire. Ce que vous demandez à l'Église de couvrir est une abomination. Les familles Laroche, Dubois et Martène ont transformé leurs domaines en cimetières sauvages. Ils enterrent leurs morts sans déclaration, sans cercueil digne, parfois dans des conditions, mon Dieu, je ne peux même pas l'écrire. Vous dites que c'est pour préserver les terres, empêcher l'État de saisir les biens. Mais c'est du vol, du mensonge, et vous fermez les yeux. Pire, vous les aidez en ne signalant rien. Je ne peux pas rester complice. Je demande ma mutation immédiate. Père Antoine Roussel. » J'ai relevé les yeux. Le curé avant Gérard ? Oui, il est parti précipitamment. Le diocèse a étouffé l'affaire, et Gérard a pris le relais. Un prêtre docile qui a laissé faire pendant 46 ans. Quand je l'ai rencontré avant sa retraite, il m'a juste dit « Ne cherchez pas à comprendre, contentez-vous de dire la messe. » Mais vous n'avez pas obéi. Je suis prêtre, monsieur Mercier, pas complice de fraude. Il a vidé son verre d'un trait. Il y a 6 mois, Madame Pelletier est morte, 92 ans. Tout le village le savait. Sa fille est venue me demander si je pouvais bénir le corps avant l'enterrement. J'ai dit oui, bien sûr, mais quand je suis arrivé chez eux tard le soir, il n'y avait pas de cercueil, juste un drap et 3 hommes avec des pelles. Ils l'ont enterré dans son potager, comme un chien. Mon estomac s'est serré. Vous n'avez rien dit ? À qui ? Le maire ? Le médecin ? Ils sont tous dans le coup. Il m'a fixé intensément. Mais il y a pire. Pire ? Thomas s'est dirigé vers une porte au fond de la pièce. La crypte de l'église. Vous voulez la voir ?
Nous avons descendu un escalier de pierre humide. L'odeur de moisissure était écrasante. Thomas a allumé une lampe torche. La crypte était petite, voûtée, avec 4 niches funéraires officielles, les anciens curés et notables du XVIe siècle. Regardez-la. Il a éclairé le mur du fond. Une niche avait été murée récemment. Le mortier était encore clair, presque blanc. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Mais il y a 3 semaines, pendant une tempête, une infiltration d'eau a fissuré le mur. Il s'est approché, a poussé une pierre descellée. La torche a révélé l'intérieur. Des crânes, des dizaines de crânes, empilés sans ordre, sans plaque, sans identité. Certains anciens, jaunis, des os longs, des mâchoires brisées. Un charnier clandestin sous l'église. Mon Dieu! J'ai reculé, le cœur battant. J'ai compté. La voix de Thomas tremblait. Au moins 50 crânes, peut-être plus. Ils ont utilisé la crypte comme décharge. Quand les familles n'avaient plus de place chez elles, ou quand il fallait faire disparaître des traces, ils amenaient les corps ici. Le père Gérard les laissait faire, pendant des décennies. J'ai sorti mon téléphone, pris des photos. Mes mains tremblaient. Il faut alerter les autorités, immédiatement. Vous croyez que je n'ai pas essayé? Thomas a ri nerveusement. J'ai contacté l'évêché. Ils m'ont dit d'attendre, de ne rien faire qui puisse troubler la paix sociale. Traduction, ferme-la et obéis. Mais c'est un crime. Dissimulation de cadavres, violation de sépultures, fraude administrative massive. Et qui va témoigner? Qui va briser le silence? Il a éteint sa torche. Tout le village sait, tout le village protège, parce que ça profite à tout le monde. Les grandes familles gardent les terres, les petites familles évitent les frais d'obsèques, le notaire empoche ses honoraires discrets, le médecin signe des certificats de complaisance, et le maire ferme les yeux. Nous sommes remontés en silence. Dans le salon du presbytère, Thomas a rempli nos verres. Pourquoi me raconter tout ça maintenant? Parce que le crématorium change la donne. Il a bu. Si les gens commencent à utiliser la crémation officielle, le système s'effondre. Les décès devront être déclarés, les corps transférés légalement. Toute la fraude va éclater. Lucien Laroche le sait. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour bloquer le projet. Mais l'État est passé en force. Et maintenant, ils ont peur. Et les gens qui ont peur sont dangereux. Thomas m'a regardé droit dans les yeux. Vous devriez partir, monsieur Mercier. Oubliez ce village. Rentrez chez vous. Vous savez que je ne peux pas. Alors, préparez-vous. Il a posé une main sur mon épaule, parce qu'ils ne vous laisseront pas détruire ce qu'ils ont construit pendant 50 ans. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Dans ma chambre d'hôtel, j'ai compilé toutes les preuves, photos de la crypte, témoignages de Thomas, documents cadastraux qu'Antoine m'avait envoyés par mail. Le cadastre révélait une chose fascinante. Sur les 50 dernières années, 93 propriétés avaient changé de main à Saint-Bonnet. 93. Et dans 80% des cas, les nouvelles propriétaires étaient des sociétés civiles immobilières appartenant aux familles Laroche, Dubois ou Martin. 93 héritages, 7 morts officielles. Où étaient les 86 autres? À l'aube, j'ai appelé la préfecture. J'ai besoin d'une commission rogatoire, exhumation de la crypte de l'église de Saint-Bonnet-le-Vieux. Motif, suspicion de dissimulation de cadavres. Vous êtes sûr, Julien? C'est explosif? Absolument sûr. En raccrochant, j'ai regardé par la fenêtre. Le jour se levait sur les collines du Massif central. Saint-Bonnet-le-Vieux était là-bas, endormi, avec ses secrets enterrés. Mais plus pour longtemps. Si cette histoire vous happe, abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Continuons.
La commission rogatoire est arrivée 3 jours plus tard. 3 jours pendant lesquels Saint-Bonnet-le-Vieux s'est refermé sur lui-même comme une huître. Plus personne ne me parlait. L'aubergiste de Besse m'a demandé de partir. Des clients se sont plaints. J'ai dû dormir dans ma voiture une nuit, garée sur un parking forestier. Mais le mercredi matin, les fourgons de la gendarmerie sont arrivés. 6 hommes en uniforme, un médecin légiste, un juge d'instruction de Clermont-Ferrand, Madame Blanchard, la cinquantaine sèche, réputée incorruptible. Le maire est au courant. Madame Blanchard s'est tournée vers moi. « Vos accusations sont graves. J'espère pour vous qu'elles sont fondées. » Elles le sont, madame le juge. Le père Thomas vous montrera. Thomas était livide, mais il a tenu bon. Il nous a menés dans la crypte. Quand les gendarmes ont ouvert la niche murée, même madame Blanchard a pâli. Mon Dieu, combien? Le légiste s'est accroupi, a examiné les crânes avec des gants. Au moins 70 individus, peut-être plus. Différentes périodes de décomposition. Certains os datent de plusieurs décennies, d'autres sont récents, moins de 5 ans. Photographiez tout. Je veux chaque crâne numéroté et analysé. Madame Blanchard s'est tournée vers moi. Le maire est au courant? Pas officiellement, mais il sait que je suis là. Allez le chercher, avec le médecin du village, convocation immédiate. J'ai trouvé le maire chez lui, en pyjama, qui regardait par la fenêtre le balai des gendarmes. Quand il m'a vu, son visage s'est décomposé. C'est fini, n'est-ce pas? Depuis longtemps, monsieur le maire. Habillez-vous, le juge vous attend. Le docteur Arnaud était dans son cabinet, un petit bâtiment près de la pharmacie. Un homme d'une 60aine d'années, cheveux blancs, mains tremblantes. Quand je suis entré, il remplissait un sac de voyage. « Vous partez, docteur ?» Il a sursauté. « J'ai une urgence familiale, à Bordeaux. » Le juge d'instruction aimerait vous parler avant. C'est à propos des certificats de décès, ou plutôt de leur absence. Arnaud s'est effondré dans son fauteuil. Je savais que ça arriverait un jour. Depuis le crématorium, je savais. Racontez-moi. Il a mis son visage dans ses mains. Je suis arrivé ici en 2005, jeune médecin idéaliste. Je voulais servir la ruralité. Le premier mois, Madame Berger est morte, cancer du poumon, 81 ans. J'ai fait mon travail, signé le certificat de décès. Mais quand j'ai voulu le transmettre à la mairie, le maire, déjà Laroche à l'époque, m'a convoqué. Que vous a-t-il dit ? Que Madame Berger n'avait pas d'héritier direct, que sa maison et ses terres devaient revenir à des neveux qui vivaient en Australie et qui ne viendraient jamais. Que si on déclarait officiellement sa mort, l'État saisirait tout, taxes, frais, procédures, alors que si on ne déclarait rien, la famille Laroche, qui avait prêté de l'argent à Madame Berger des années plus tôt, pourrait récupérer les biens pour éponger la dette. Et vous avez accepté? J'ai refusé. Arnaud a relevé la tête. Au début, mais Laroche m'a expliqué que c'était comme ça depuis toujours, que tout le village fonctionnait ainsi, que le père Gérard bénissait les corps en secret, que le notaire arrangeait les papiers, que personne ne se plaignait parce que tout le monde y trouvait son compte. Tout le monde sauf les morts. Les morts s'en fichent, monsieur Mercier. Sa voix était amère. Et les vivants survivent. Vous croyez que ces familles avaient les moyens de payer des obsèques, un cercueil, un caveau? Non. Alors on enterrait dans le jardin, discrètement, et la vie continuait. Combien de morts non déclarés en 20 ans? Il a fermé les yeux. 68, j'ai compté. Chaque fois, je me disais que ce serait la dernière, mais il y en avait toujours une autre. Et les corps dans la crypte? Quand les familles n'avaient pas de terrain, ou quand il y avait trop de corps au même endroit, ça devenait suspect, Laroche organisait des transferts, la nuit, avec des hommes de confiance. Ils exhumaient les restes et les amenaient à l'église. Le père Gérard ouvrait la crypte, personne ne posait de questions. « Vous êtes médecin, vous avez prêté serment. » Je sais, des larmes coulaient sur ses joues.
Mais vous ne comprenez pas, ce village, il n'y a pas de travail, pas d'avenir. Les jeunes partent, les vieux restent et attendent de mourir. Si l'État venait tout réglementer, imposer des normes, des taxes, des contrôles, il ne resterait rien, plus de village, juste des ruines. Alors vous avez choisi de mentir. J'ai choisi de laisser vivre. Il s'éleva péniblement. Emmenez-moi, monsieur l'inspecteur, je suis prêt. L'interrogatoire à la mairie a duré 4 heures. Madame Blanchard était méthodique, implacable. Le maire a craqué au bout d'1 heure. Le docteur Arnaud a tout confirmé. Le notaire, Me Granger, 72 ans, marié à une Dubois, a essayé de nier, puis s'est tu quand on lui a montré les registres cadastraux. 93 mutations de propriété en 50 ans, a dit Madame Blanchard. 93. Et tout au profit de 3 familles. Vous appelez ça comment, maître ? Silence. Moi, j'appelle ça une fraude organisée. Dissimulation de décès, captation d'héritage, faux en écriture publique. Vous risquez 15 ans. En fin d'après-midi, les gendarmes sont allés chercher Lucien Laroche. Il était dans son exploitation, en train de réparer un tracteur. Quand il m'a vu dans le fourgon, il n'a montré aucune surprise, juste une résignation froide. Vous avez gagné, monsieur l'inspecteur. Content ? À la mairie, Madame Blanchard l'a fait asseoir face à elle. Laroche a croisé les bras, visage fermé. Monsieur Laroche, vous êtes maire depuis 1987. Pendant ces 38 ans, votre commune a déclaré 7 décès. 7. Nos estimations actuelles parlent de 137 morts non déclarées. Qu'avez-vous à dire ? Laroche a pris son temps. Ce que j'ai à dire, que vous ne comprenez rien. Vous, les gens de la ville, avec vos lois et vos papiers, vous ne savez pas ce que c'est de voir son village mourir. Alors expliquez-moi. Mon grand-père est né ici en 1920. À l'époque, Saint-Bonnet avait 400 habitants. Des fermes, des commerces, une école, une vie. Puis la guerre. Les hommes sont partis, beaucoup ne sont pas revenus. Après, l'exode rural. Les jeunes voulaient la ville, l'usine, le confort. En 1970, on n'était plus que 250. Il s'est penché en avant. Et l'État, il a fait quoi ? Rien. 0 investissement. Pas de route, pas d'aide, pas de soutien. Juste des impôts. Toujours plus d'impôts. Les vieux mouraient. L'État saisissait les terres pour non-paiement de droits de succession. Les héritiers ne voulaient pas revenir, trop cher, trop compliqué. Alors les maisons tombaient en ruine, les champs retournaient en friche, le village se vidait. Et vous avez décidé de tricher. J'ai décidé de survivre. Sa voix était dure. Avec le père Gérard, le notaire et quelques familles, on a créé un système simple. Quand quelqu'un mourait, on ne le déclarait pas. On l'enterrait discrètement. C'est bien passé à ceux qui étaient déjà là, qui travaillaient la terre. Pas de taxes, pas de saisie, pas de paperasse, juste la vie qui continue. Et les familles des défunts, elles étaient d'accord. La plupart n'avaient pas le choix, pas d'argent pour un vrai enterrement. Alors on leur proposait, on s'occupe de tout, vous ne payez rien, et en échange, vous signez un papier disant que le défunt vous a vendu sa maison avant de mourir. Tout le monde était gagnant, sauf la loi. Laroche a ri, un rire sans joie. La loi nous a abandonnés en 42, monsieur le juge. Quand les Allemands ont occupé la région, quand les miliciens brûlaient les fermes, où était l'État ? Où était la loi ? On a survécu seul, on s'est organisé seul. Et quand la paix est revenue, personne n'est venu. Alors on a continué. Madame Blanchard a frappé du poing sur la table. Vous justifiez 70 ans de fraude par l'occupation ? Je justifie 70 ans de survie. Il s'est levé. Arrêtez-moi si vous voulez. Démontez le système. Mais regardez ce qu'il restera. Un village mort. Plus de mer,
Plus de médecins, plus de curés qui osent parler, juste des ruines et des vieux qui crèveront dans la misère. Bravo. Le silence était assourdissant. Même Madame Blanchard semblait ébranlée. Vous avez transformé votre village en cimetière clandestin, monsieur Laroche. Vous avez bafoué la dignité des morts et volé leurs héritiers. J'ai sauvé ce qui pouvait l'être. Il m'a regardé, et lui, il a tout détruit. Confrontation. Le soir même, Lucien Laroche, le docteur Arnaud et le notaire Dranger ont été placés en garde à vue à Clermont-Ferrand. Le maire a été suspendu de ses fonctions. Un administrateur provisoire a été nommé. Mais ce n'était que le début. Les jours suivants, la nouvelle a explosé dans les médias. Un village sans mort, le scandale de Saint-Bonnet-le-Vieux. Les chaînes de télévision ont débarqué, les journalistes ont harcelé les habitants. Le village s'est barricadé. Moi, j'étais devenu l'ennemi public numéro 1. La première menace est arrivée par courrier. Pas d'expéditeur, juste une phrase manuscrite. Vous avez détruit nos vies. On n'oubliera pas. La deuxième était plus directe. Mes pneus crevés dans le parking de la préfecture. La troisième, une croix brûlée devant ma maison à Clermont. Vous devriez prendre des vacances, m'a dit mon supérieur. Laissez la justice faire son travail. Pas tant que ce n'est pas fini. Parce que ce n'était pas fini. Madame Blanchard avait ordonné l'exhumation complète de la crypte, mais aussi des fouilles dans les propriétés Laroche, Dubois et Martaine. Et là, l'horreur a pris une autre dimension. Dans le jardin de la ferme Laroche, on a trouvé 13 corps, enterrés sans cercueil, enveloppés dans des draps ou du plastique. Certains dataient des années 80, d'autres de l'année précédente. Chez les Dubois, 8 corps, chez les Martaine, 6. Mais le pire, c'était la propriété abandonnée de la famille Pelletier, celle dont Madame Pelletier était morte 6 mois plus tôt. En creusant dans l'ancien potager, les gendarmes ont découvert 23 squelettes, 23, empilés dans une fosse commune de 3 mètres de profondeur. Comment personne n'a rien vu, a demandé un journaliste à Madame Blanchard lors d'une conférence de presse. Parce que tout le monde savait, et tout le monde s'est tu. Le père Thomas, lui, était brisé. Je l'ai retrouvé dans le presbytère, assis dans le noir, une bouteille de whisky à moitié vide à côté de lui. J'aurais dû parler plus tôt, dès le début. Vous avez essayé, le diocèse vous a ignoré. Non, j'ai eu peur. Il m'a regardé avec des yeux rouges, peur pour ma carrière, peur d'être muté dans un trou perdu. Alors j'ai attendu que quelqu'un d'autre découvre, vous, et maintenant, regardez. 137 morts, 137 familles détruites. Ce n'est pas votre faute, mon père. Si, il a bu, parce que je savais, et savoir sans agir, c'est être complice. Je l'ai laissé seul. Que pouvais-je dire ? 3 semaines après le début de l'affaire, Lucien Laroche a été libéré sous contrôle judiciaire. Il est rentré à Saint-Bonnet un soir de décembre, sous la neige qui commençait à tomber. Je l'ai croisé devant l'église. Il a arrêté sa voiture et descendu. Nous sommes restés face à face dans le froid. « Vous êtes content, monsieur Mercier ?» « Je fais mon travail. Votre travail. » Il a craché par terre. « Savez-vous ce qui se passe maintenant ? Les familles qui ont hérité doivent tout rendre. Les maisons, les terres. L'État réclame 50 ans d'impôts impayés. Personne ne peut payer. Alors ils vendent. À des promoteurs, à des Parisiens qui veulent des résidences secondaires. La loi est la loi. La loi, il a ri. Vous savez ce que m'a dit Madame Colette hier, la vieille dame qui vous a parlé ? Elle m'a dit qu'elle regrettait, pas le système, mais de vous avoir parlé. Parce que maintenant, elle doit quitter sa maison, à 86 ans, pour un foyer médicalisé à Clermont qu'elle ne pourra pas payer. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Ce n'est pas moi qui ai créé ce système. Non,
Vous l'avez juste détruit, sans proposer d'alternative, sans vous demander ce qui allait se passer après. Il s'est approché. Vous croyez être un héros, monsieur l'inspecteur, mais dans ce village, vous êtes le fossoyeur, le vrai. Il est remonté dans sa voiture et a disparu dans la nuit. Je suis rentré à mon hôtel, j'avais dû déménager encore une fois, personne ne voulait m'héberger. Dans ma chambre, j'ai ouvert mon ordinateur, relu les dossiers. 137 morts non déclarées, 93 propriétés détournées, des millions d'euros de fraude fiscale, 3 personnes en garde à vue, 15 autres en attente de jugement. J'avais fait mon travail, j'avais rétabli la loi. Alors pourquoi avais-je l'impression d'avoir tout cassé? Le prix de la vérité. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard, tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, salle comble. Les médias nationaux étaient là, l'affaire du village fantôme faisait la une. Lucien Laroche, le docteur Arnaud et le notaire Granger étaient au banc des accusés. Mais aussi 5 autres personnes, des membres des familles Dubois et Martens, accusés de complicité. L'accusation était implacable. Le procureur a déroulé 50 ans de mensonges, documents falsifiés, héritages volés. Il a montré les photos de la crypte, des fosses communes, des corps enveloppés dans du plastique. Ce n'est pas un village, a-t-il dit, c'est un cimetière sauvage dirigé par une mafia rurale. La défense a joué la carte de la survie. L'avocat de Laroche, un ténor du barreau de Lyon, a plaidé l'abandon de l'État, la misère rurale, la désertification. Mon client n'est pas un criminel, c'est un homme qui a essayé de sauver sa communauté, avec les moyens du bord. Oui, il a enfreint la loi, mais quelle alternative avait-il? Regarder son village mourir en respectant des règles conçues pour les villes? Les témoignages se sont succédés. Des habitants qui défendaient le système, d'autres qui le dénonçaient. Madame Colette a pleuré à la barre en racontant comment elle avait perdu sa maison. J'ai 86 ans, je vis dans une chambre de 9 mètres carrés à Clermont. Je ne peux plus jardiner, je ne vois plus mes voisins, je suis seul. Avant, j'étais chez moi, maintenant, je suis nulle part. Le père Thomas a témoigné aussi, la voix brisée. J'aurais dû agir plus tôt, mais le diocèse m'a demandé le silence et j'ai obéi. Que Dieu me pardonne. Puis, ce fut mon tour. Le procureur m'a interrogé sur mon enquête, les découvertes, les preuves. J'ai répondu factuellement, professionnellement, mais l'avocat de Laroche n'a pas été tendu. Monsieur Mercier, êtes-vous conscient des conséquences de votre action? Mon rôle est de faire respecter la loi. Ce n'est pas la question. Il a brandi un dossier. Depuis votre intervention, 12 familles ont dû quitter Saint-Bonnet. Le village compte maintenant 182 habitants, 48 de moins qu'il y a un an. 3 commerces sont fermés. Le médecin remplaçant refuse de venir. Vous appelez ça du respect de la loi? J'appelle ça la fin d'une fraude. Et le crématorium, celui que vous étiez venu inaugurer, il est vide. Personne ne l'utilise. Parce que les gens ont peur. Peur que déclarer un mort, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Alors, ils continuent à partir ailleurs. Vous avez changé quoi exactement? Je n'ai pas su quoi répondre. Le verdict est tombé après 3 jours de délibéré. Lucien Laroche, 5 ans de prison dont 3 avec sursis. Interdiction de gérer une commune pendant 10 ans. Le docteur Arnaud, 3 ans avec sursis, radiation de l'ordre des médecins. Le notaire Granger, 4 ans dont 2 fermes. Les autres complices, peines avec sursis et amende. Justice est rendue, a déclaré le procureur sur les marches du tribunal. Mais en regardant les habitants de Saint-Bonnet qui sortaient de la salle, silencieux, le visage fermé, je n'étais pas sûr qu'il ait raison. Le soir même, j'ai reçu un appel du père Thomas. « Monsieur Mercier, il faut que vous sachiez, Lucien Laroche s'est pendu dans sa ferme cet après-midi. Le téléphone m'a échappé des mains. Quoi? Il a laissé une lettre,
pour vous. Je vous l'envoie. La lettre est arrivée 2 jours plus tard. Écriture tremblante, encre bleue. Monsieur l'inspecteur, vous avez gagné. La loi a gagné. Mais regardez autour de vous. Regardez ce qu'il reste. Je ne suis pas un saint. J'ai triché, menti, volé. Mais j'ai aussi sauvé ce village pendant 38 ans. J'ai donné du travail, préservé les terres, maintenu la communauté vivante. Vous, en 6 mois, vous avez tout détruit. Vous m'avez demandé si j'étais fier de moi. Je vous retourne la question. Êtes-vous fier de vous? J'espère que vous pourrez dormir. Moi, je ne le peux plus. Lucien Laroche. J'ai relu la lettre 10 fois, 20 fois, puis je l'ai pliée et rangée dans un tiroir. 1 an plus tard, Saint-Bonnet-le-Vieux comptait 153 habitants. L'école avait fermé, la boulangerie aussi. Le presbytère était vide. Le père Thomas avait demandé sa mutation en Afrique pour servir là où j'ai encore une utilité. Le crématorium était devenu un bâtiment fantôme. Personne ne l'utilisait. Les communes voisines avaient refusé d'y envoyer leurs défunts. Trop de mauvais souvenirs. Moi, j'ai été promu inspecteur principal. Félicitations, prime, nouveau bureau. Mes supérieurs étaient ravis. Vous avez démantelé un réseau de fraude vieux de 50 ans, exemplaire. Mais la nuit, je ne dormais pas. Je revoyais Madame Colette dans sa chambre de 9 mètres carrés. Le père Thomas pleurant dans le presbytère. Lucien Laroche pendu dans sa ferme. 137 morts, 137 familles, et un village qui mourait pour de vrai cette fois. Avais-je fait le bon choix? La loi dit oui. Ma conscience, elle, n'en est pas si sûre. Aujourd'hui, je ne vais plus à Saint-Bonnet-le-Vieux. Je ne peux pas. Mais parfois, je pense à ce village perché dans le Massif central, avec ses rues vides et son crématorium inutile. Et je me demande, qu'est-ce qui est pire? Une fraude qui maintient une communauté en vie ou une vérité qui la tue? Je ne sais pas, et peut-être que je ne saurai jamais. Ce que je sais, c'est que la justice a été rendue, que les morts ont été identifiés, leurs familles prévenues, que la loi a triomphé. Mais à quel prix? Le prix de Saint-Bonnet-le-Vieux, le prix de Lucien Laroche, le prix de tous ces gens qui ont perdu leur maison, leur histoire, leur vie. Et personne ne me remerciera jamais pour ça. Personne.